En 1956, il a suffi d'un conflit de quelques jours à peine pour complètement redessiner la carte du pouvoir mondial. On parle bien sûr de la crise de Suez. Une histoire finalement assez courte, mais avec des conséquences énormes qui ont carrément redéfini le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, regardons cette caricature soviétique de 1956. Elle résume tout parfaitement. On y voit le sphinx égyptien, qui représente la nation, et qui a carrément mis à terre le lion britannique et le coq français. Il aura même arraché quelques plumes au passage. Mais alors, comment est-ce que c'est arrivé ? Alors, pour comprendre tout ça, il faut faire un petit retour en arrière et regarder de plus près la situation de ce fameux canal et celle de l'Égypte au tout début des années 50. Faut savoir que sur le papier, l'Égypte était indépendante depuis pas mal de temps, mais en réalité, l'influence occidentale, surtout britannique, était encore écrasante. Et tout a changé en 1954 quand un groupe de jeunes militaires a pris le pouvoir, en balayant une monarchie qu'ils jugeaient complètement dépassée et corrompue. Et de ce groupe d'officiers, il y en a un qui va vraiment sortir du lot, Gamal Abdel Nasser. C'est un nationaliste arabe pur et dur, et son programme est très clair. Il veut restaurer la fierté arabe, il veut détruire Israël, il soutient les indépendantistes en Algérie contre la France, et il se rapproche de l'Union soviétique. Bref, chacun de ces points, c'était une confrontation quasi assurée avec les puissances européennes. Et le point de non-retour, il arrive le 26 juillet 1956. Dans un discours absolument enflammé, Nasser annonce la nationalisation de la compagnie du canal de Suez. Pour lui, ce n'est pas juste une histoire d'argent pour construire son grand barrage d'Assouan. Non, c'est bien plus que ça. C'est un geste politique hyper fort, un acte de souveraineté pure. Le canal, qui était le symbole de la domination étrangère, appartient maintenant, dit-il, au peuple égyptien. Alors là, évidemment, cette décision, ça rend Londres et Paris complètement fous. C'étaient eux les principaux actionnaires. Ils ne vont pas du tout se laisser faire et ils vont monter un plan secret avec un troisième acteur, Israël, pour tout simplement reprendre le canal et se venger de Nasser. Et ce plan, monté en grand secret à Sèvres en France, il faut le dire, assez machiavélique. L'idée est simple, c'est une agression déguisée en mission de paix. Étape 1, Israël attaque. Étape 2, la France et la Grande-Bretagne débarquent en jouant les gentils arbitres et exigent que tout le monde s'en aille. Étape 3, comme l'Égypte refuse évidemment, les Franco-Britanniques envahissent. Le prétexte parfait, on voit le tableau. Bon, le plan est lancé. Et sur le terrain, militairement, tout se passe comme sur des roulettes. Mais alors, sur le plan politique, c'est un désastre total et immédiat pour les attaquants. Tout commence le 29 octobre. Israël lance son offensive éclair et l'armée égyptienne est prise de court. Juste après, comme prévu, les bombardiers français et britanniques entrent en action, suivis par le débarquement des parachutistes. Sur le plan purement militaire, c'est un succès rapide, fulgurant. Et c'est là qu'on touche au cœur du paradoxe de cette crise. Parce que si sur le champ de bataille c'est une victoire claire et nette, sur la scène internationale c'est un naufrage diplomatique complet. Le monde entier condamne l'opération, surtout les pays qui viennent juste d'être décolonisés. Pour eux, c'est juste un retour aux vieilles méthodes coloniales, et ça ne passe plus du tout. Et là, l'affaire change complètement de dimension. Elle n'est plus seulement régionale. Parce que les deux nouveaux boss du monde, les États-Unis et l'Union soviétique, décident de s'en mêler. Et ça va tout changer. D'un côté, on a Moscou qui soutient un Nasser qui va même jusqu'à menacer d'utiliser l'arme nucléaire, et en même temps, l'URSS profite de la confusion pour écraser dans le sang la révolte en Hongrie. Mais le vrai coup de théâtre, il vient de Washington. Les États-Unis, qui ont peur de se mettre à dos tout le monde arabe, vont tout simplement lâcher leurs alliés les plus proches, la France et le Royaume-Uni. Et l'arme des Américains, elle n'est pas militaire, non, elle est économique et elle est redoutable. Ils menacent tout simplement de vendre toutes leurs réserves de livres sterling, la monnaie britannique, ce qui la ferait s'effondrer. La Grande-Bretagne se retrouve au bord de la faillite. La pression est énorme, impossible d'y résister. Londres et Paris n'ont pas le choix, ils doivent plier et retirer leurs troupes. Ce retrait, ce n'est pas juste un détail de l'histoire, c'est un véritable tremblement de terre. C'est le moment où le pouvoir bascule à l'échelle mondiale. Il y a des gagnants, il y a des perdants, et ce sont eux qui vont dessiner les nouvelles règles du jeu. D'ailleurs, un truc assez fou, c'est que la crise va laisser un héritage bien concret qu'on connaît encore aujourd'hui. La toute première force de maintien de la paix des Nations Unies. Et pour qu'on les reconnaisse bien sur le terrain, on n'a pas leur casque en bleu. Et voilà, les fameux casques bleus étaient nés. Alors, si on fait les comptes à la fin, le résultat est sans appel. D'un côté, Nasser. Il a perdu militairement, mais il remporte une victoire politique monumentale. Il devient un héros dans tout le monde arabe. Israël aussi est gagnant, l'opération militaire est un succès. Mais les grands perdants, c'est la France et le Royaume-Uni. C'est une humiliation totale qui leur montre qu'ils ne sont plus des puissances mondiales. Et les vrais gagnants, ce sont les États-Unis et l'URSS. Ils s'affirment comme les deux vrais patrons du monde maintenant.
Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que cette crise, c'est bien plus qu'une simple bataille pour un canal. C'est vraiment un moment charnière, un pivot dans l'histoire du XXe siècle. C'est là que la guerre froide s'installe pour de bon, et c'est aussi le moment où le tiers-monde, c'est-à-dire tous ces nouveaux pays indépendants, affirme son existence sur la scène internationale. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question de fond. Est-ce que ce moment très précis, cette humiliation publique des anciennes puissances coloniales, n'est-ce pas là qu'on assiste en direct à la fin symbolique mais bien réelle des vieux empires européens, et au début d'une ère complètement nouvelle, celle des superpuissances?